réaction du gouvernement par rapport au communiqué que vous avez lu au terme de la dernière réunion de la SADC et de l'EAC, parce qu'évidemment, il y a des questions pour lesquelles vous sollicitez à avoir des éléments d'éclairage. Dès que mes collègues seront disponibles, nous pourrons évidemment revenir au devant de vous pour que nous puissions discuter de ces sujets. Mais bien avant que nous ne puissions continuer dans les discussions de ce soir, je voudrais qu'on revienne sur la sensibilité et l'importance de la réunion à laquelle nous avons pris part à Genève en Suisse. Je voudrais qu'on réécoute notre ambassadeur à Genève et nous pourrons évidemment revenir sur ces plateaux pour quelques éléments avant que nous puissions vous donner la parole pour des questions. Donc en accord avec la technique, on va écouter ce qu'a été la demande de la République démocratique du Congo au monde rassemblé au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Chers délégués, le projet de résolution soumis à l'examen du Conseil des droits de l'homme sous la cote qui venait d'être appelé ACR-S-37-L1 et intitulé Situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo demande principalement ce qui suit. Que le haut-commissaire aux droits de l'homme établisse d'urgence une mission d'établissement de faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec un mandat bien précis, principalement celui d'enquêter et d'établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations des droits de l'homme et d'atteinte à ces droits et de violations du droit international humanitaire, y compris celles touchant les femmes et les enfants et celles qui impliquent les violences sexuelles et sexistes. Et également de recueillir, rassembler et analyser les preuves de ces violations et atteintes, y compris celles qui touchent les femmes et les enfants, et d'enregistrer et préserver systématiquement toutes les informations, la documentation et les éléments de preuve, y compris les entretiens, les témoignages et le matériel médico-légal conformément aux meilleures pratiques internationales en vue de toute procédure judiciaire future. Par cette résolution, le Conseil des droits de l'homme attend du haut-commissaire de lui formuler des recommandations, y compris les mesures pour assurer la responsabilité dans le but de mettre fin à l'impunité et de garantir l'obligation de rendre des comptes, y compris s'il a lieu la responsabilité pénale individuelle ainsi que l'accès des victimes à la justice. Pour ce faire, le haut-commissaire devra présenter au Conseil des droits de l'homme une mise à jour orale des travaux lors de sa 59e session suivie d'un dialogue interactif renforcé et son rapport complet sur ce sujet lors de la 60e session également suivie d'un dialogue interactif renforcé. En outre, pour lutter contre l'impunité et prévenir la répétition de ces violations et atteintes des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, le Conseil demande au Rwanda de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, de retirer ses troupes du territoire de la RDC et de cesser tout soutien au M23. Par ailleurs, afin de pérenniser la culture de la redevabilité en matière de violations des droits de l'homme dans cette partie du territoire national de la RDC, en proie régulièrement à des attaques des forces armées étrangères et à des milices et forces négatives, la résolution propose également la création, à la fin du mandat de la mission d'observation de faits, d'une commission d'enquête indépendante pour poursuivre les travaux entrepris par la mission d'établissement des faits et avec le même mandat. Donc ma délégation réitère son appel à la profonde solidarité que vous avez démontré à l'endroit du peuple congolais par le soutien massif avec le vote par consensus de ce projet de résolution. Je vous remercie. Voilà, c'était la demande de la République démocratique du Congo qui a été lue à l'occasion par notre ambassadeur à Genève, Paul Impolé. Pour rappel, le Conseil de droits de l'homme qui siège à Genève, c'est l'organe des Nations Unies qui est destiné à traiter exclusivement des questions de droits de l'homme.
C'est une structure qui est née sous le cendre de la Commission des droits de l'homme qui faisait partie des institutions des Nations Unies, mais qui a été détachée, qui est basée à Genève, avec pour mission de faire le monitoring et les suivis de toutes les situations du droit de l'homme dans le monde. Depuis 2006, donc à sa création, jusqu'à aujourd'hui 2025, ils ont tenu 37 sessions extraordinaires. La 37e portait donc sur la République démocratique du Congo et c'était à la demande de notre gouvernement. Avant que le Conseil ne se réunisse dans la forme que vous avez vue, il fallait d'abord réunir les quorums, les signatures qui permettent la convocation d'une session extraordinaire. Les conseils, comme vous l'aviez suivi il y a quelques semaines, la République démocratique du Congo avait été élue et il y a 47 membres. Et donc pour obtenir une session extraordinaire, il faut que les tiers, soit 16 membres, acceptent l'initiative avant que nous puissions, que cela ne puisse être approuvé par la hiérarchie de ce Conseil. Mais nous avions obtenu 30 signatures minimum alors qu'on n'en avait besoin que de 16 et avec près de 22 États observateurs qui se sont prononcés. C'est dire que le monde, en tout cas pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, s'est particulièrement mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo à l'occasion de cette session extraordinaire. Et des résolutions qui ont été ressorties, je présume que les services ont pris le soin de vous les distribuer pour lire la résolution et en comprendre la portée, parce que c'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Vous avez suivi les débats qui étaient en direct sur la télévision nationale. Vous avez suivi tous ces pays du monde qui se sont exprimés et qui ont dit clairement le nom du bourreau, le Rwanda, et la nécessité pour lui d'abord de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de cesser d'apporter ce soutien à ces mouvements pantins du M23 que vous connaissez bien de mauvaise réputation. Et donc pour nous, ça représentait un moment important. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse délégation gouvernementale qui est partie en appui à l'ambassadeur qui est sur place. Un moment important parce que la résolution que nous avons préparée à partir de Kinshasa a été approuvée à l'unanimité. Et donc c'était un bon point sur le point à la fois diplomatique, médiatique, mais aussi judiciaire. Parce qu'ici, nous voulons nous avons démontré au monde entier que les crimes qui sont commis ou qui ont été commis sont d'une extrême gravité. Et donc les enquêtes partiront de la période de janvier 2022 jusqu'à ces jours. Évidemment, je pourrai revenir lorsqu'il vous sera donné de poser des questions sur d'autres éléments qui vous permettront de mieux comprendre le sens de cette démarche et ce que nous avons obtenu comme acquis qui permettra dans un bref avenir de commencer les investigations. D'abord, l'inspection des faits, ensuite les investigations suivant les normes tracées par le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour nous permettre d'obtenir la lumière et d'amener devant la justice tout ce qui se complaise dans la commission des crimes de guerre tels que nous l'avions présenté. Parallèlement à la réunion qui s'était née à Genève, il y avait eu la réunion des Malabo, de chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique centrale, où vous avez vu aussi sûrement la colère du vice-ministre de la Défense qui y participait dans la réunion des experts avant la réunion des chefs d'État et où il a été clairement demandé au Rwanda de
lever ses troupes de la République démocratique du Congo, évidemment, il a été condamné. La même condamnation avait fait l'objet, il y a quelques jours, d'une réunion de la SADC quand elle s'était réunie, et vous avez suivi que samedi, le président de la République a participé en virtuel à la réunion des chefs d'État de deux communautés, de l'EAC et de la SADC, qui devaient plancher spécifiquement sur comment nous sortons de la situation actuellement à Goma, où nos populations, nos milliers de populations sont obligées de déployer sous la dictature des occupants, mais aussi le besoin pour eux d'acheminer urgemment une aide humanitaire. Vous savez que là-bas, nous avons 2 millions de compatriotes, certains qui étaient dans des cas de déplacés et qui sont dans des situations qui requièrent une action immédiate. À ces propos, je pense que vous avez tous lu les communiqués qui avaient été faits à cet effet hier par le gouvernement, où nous avons pris acte des mesures immédiates, notamment les cessez-le-feu immédiats et la cessation des hostilités, l'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés, l'ouverture et la sécurisation de principaux axes logistiques, y compris le voie routière et lacustre, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement aussi a réaffirmé le rôle central du processus de Luanda et de Nairobi, qui aujourd'hui représente pour nous la boussole qui peut nous permettre d'aller justement tacler, pour utiliser, franciser un verbe anglais, pour aller donner une réponse rapide à la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Si les présidents rwandais étaient venus à Luanda, on ne parlerait pas de ce dont on parle aujourd'hui. Donc il est clair, évident, que c'est lui qui est l'obstacle à la paix est connu, et l'occasion de la réunion des deux communautés, à la fois de l'Afrique orientale, l'EAC, de l'Afrique australe, la SADC, a permis de baliser la voie à ce qui doit normalement permettre le retour à la normale. Je sais qu'il y aura des questions des part et d'autre sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas le premier sommet qui sort des recommandations contraignantes et qui doivent être appliquées de tous. Mais vous savez, le président de la République, comme nous tous, nous avons toujours pensé qu'il est possible de faire la paix. Donc, mais cela ne nous empêche pas de rester vigilants dans ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, bien avant que je n'arrive ici, nous étions en réunion avec le président de la République et la première ministre. Nous avons eu l'occasion à la fois de faire la restitution de la mission de Genève, mais aussi de parler évidemment du sommet qui s'est tenu à Dar es Salaam, mais aussi les différentes implications de ce que doit être notre part de responsabilité pour permettre la mise en œuvre des résolutions qui en sont ressorties. Voilà au plan ce que je peux dire en termes d'introduction à ces briefings de ce soir, mais je dois rappeler que nous restons tous solidaires de la population, de notre population qui place sous l'occupation rwandaise à Goma. Nous voyons tous les jours des cas des exactions, mais nous leur demandons d'être courageux, parce que l'action qui est faite au niveau du président de la République permettra de leur sortir du dictat des agresseurs qui ont tué impunément jeunes, femmes et casques bleus. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire pour vous permettre de poser vos questions sur les sujets qui ont été tout à l'heure. On va commencer la série avec M. Jacques Mlouba. Merci, Monsieur le ministre. Je commence par le sommet jumelé EAC-SADC. Le gouvernement, vous avez résumé les résolutions en 5 grandes résolutions et vous avez pris acte, le gouvernement congolais a pris acte de ces résolutions. Mais je voudrais que vous soyez un peu plus clair. Est-ce que le gouvernement accepte toutes les résolutions issues de cette rencontre? Est-ce que le gouvernement est satisfait quand on sait que dans ces résolutions, nullement il a été dit clairement, il a été demandé au Rwanda, qui n'a pas été cité, de quitter par exemple la ville de Goma et de retourner à des milliers de kilomètres de la ville de Goma. Donc aujourd'hui, la RDC, où le gouvernement n'a pas le contrôle de Goma, ça n'a pas été dit. Et de deux, quand on sait que pendant ce sommet, il y a eu des absents, des grands absents, le président sud-africain n'était pas là, le Burundais non plus, ainsi que le parrain Lourenço. Est-ce que c'est un sommet qui a apporté une partie de la solution au problème
que connaît la RDC aujourd'hui? Je crois que oui, une partie de la solution, parce que ceux qui n'étaient pas présents, il y avait des représentants. Et donc la problématique est connue. Hein. À Addis, à Dar es Salaam, on n'allait pas pour pointer le coupable. On allait pour voir comment on esquisse les pistes des solutions, parce que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure qu'il y avait une réunion qui avait précédé celle-là au niveau de la SADC. Il y avait une réunion qui s'était tenue aussi au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et ici, aujourd'hui, la préoccupation principale que nous avons, évidemment, la question de Goma a été une question qui était au centre. Et je vous épargne des délibérations, des discussions, je n'y avais pas pris part, mais les résolutions qui en sont ressorties l'ont été de manière unanime. Ça veut dire que tout le monde a approuvé. Les premiers points qui étaient les plus importants, c'était la cessation immédiate, les cessez-le-feu. On a un délai de 5 jours où nous devons observer ce qui va se passer sur le terrain. Mais je dois vous rappeler aussi qu'il avait été dit, c'est pour ça que nous avons pris le soin de vous partager les communiqués en amont et de nous assurer que vous l'avez lu, parce qu'il faut éviter des interprétations qui sortent du contexte. Le premier point, les sommets de point 10, les sommets conjoints, c'est rappelé que les sommets de l'EAC et la SADC ont tous délibéré sur la situation dans l'Est de la RDC et ont lancé un appel aux actions suivantes. La cessation des hostilités, un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin que soit assurée l'aide humanitaire et la résolution pacifique du conflit par les biais du processus de Luanda et de Nairobi. Ça, c'est les 3 points clés. D'abord, on cesse de tirer. Ensuite, on s'affaire à gérer la situation humanitaire. Et c'est pour ça qu'il est prévu que 5 jours après la tenue du sommet, qu'il y ait une réunion des chefs d'état-major de pays de l'EAC et de la SADC. C'est au cours de cette réunion d'état-major que les militaires vont proposer un plan qui va permettre d'assurer la sécurisation des Goma et qui va permettre plus tard, parce qu'on parle ici, le rétablissement des services publics, c'est essentiel, l'eau, l'électricité et le corollaire. Mais avant que ces services essentiels ne puissent être restaurés, il faut bien qu'on s'assure de la sécurité des uns des autres, en face du comportement criminel de ceux qui sont et qui tuent. Et donc il y aura évidemment, au cours de cette réunion, notre chef d'état-major général va y participer. C'est ce qui permettra à son terme d'établir le périmètre de sécurité, parce qu'aujourd'hui, il faut être en mesure d'acheminer l'appui humanitaire. Par exemple, nous faisions une campagne de don de sang. Nous savons qu'il y a plus de 3000 blessés sur place. Il faut avoir le canal que Bruno Le Marquis de la MONUSCO appelle ligne de vie. L'aéroport de Goma, c'est à l'ouverture de l'aéroport qu'on pourra acheminer notamment l'aide humanitaire. On a parlé plus tard des axes routiers, mais tout ceci doit se faire dans un cadre sécurisé où on s'assure que lorsque les populations doivent bouger d'un point A à un point B, ils n'ont pas de risques. Et donc les autres détails, évidemment, que nous y reviendrons au fur et à mesure. Mais il faut considérer que la première exigence pour nous, évidemment, c'est que les forces rwandaises quittent les territoires de la République démocratique du Congo, c'est connu, c'est clair. Ici, il y a eu un premier point de discussion qui va conduire à des discussions au niveau opérationnel des militaires et qui va conduire plus tard à une réunion de politique. Et donc, il faut considérer que nous avons des points de vigilance qui vont nous permettre d'avancer pour arriver vers les solutions que nous souhaitons. Je dois rappeler ici, la question pour nous, on ne peut pas être satisfait parce que ce n'est qu'une étape. La satisfaction pour nous, c'est de nous assurer d'abord que nos populations des Goma ne ploient plus sous les dictats des agresseurs. Et ceci doit s'étendre partout dans le cadre de ce qui avait été convenu. C'est ça l'objectif du gouvernement. Parce que lorsque nous vous disons que nous avons des fronts, un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front médiatique, un front économique, on a même rajouté un front spirituel, c'est la combinaison de tous ces fronts qui vont nous permettre d'avancer. Ici, il y avait une grosse pression qui pesait sur la région parce qu'il y avait des risques d'embrasement et cette réunion a permis de baliser la voie et nous allons être évidemment vigilants dans les cadres du suivi de ce qui avait été convenu et des actes qui doivent être posés par les uns les autres pour que nous puissions nous arriver à notre objectif qui est celle de la restauration de la sécurité à Goma avec évidemment les départs des agresseurs et surtout immédiatement la possibilité pour nous d'envoyer de l'aide humanitaire à nos compatriotes et voir comment soulager les cas des blessés et de ceux qui sont pris aux prises
prise ceux qui sont pris entre les mains plutôt des agresseurs qui sont à Goma pour le moment. Voilà. Deuxième petite question, justement en rapport avec le même sommet qui a décidé la jonction du processus de Nairobi et de Luanda. Pour certains analystes, monsieur le ministre, c'est avantageux pour le Rwanda, puisqu'on envisage également un dialogue. Alors, la République démocratique du Congo qui ne voulait pas négocier avec le M23 va se retrouver dans ce processus-là, jumelé. On n'aura pas le temps peut-être de parler directement avec... C'est des processus qui sont alignés. De toute évidence, il faut bien lire. C'est pour ça que je souhaiterais que lorsque vous posez des questions, vous soyez en mesure de lire ce qui avait été convenu. L'élément nouveau ici, c'est dire on va renforcer les deux processus afin d'accentuer la complémentarité et à charger les coprésidents en consultation avec l'Union africaine. L'idée ici, c'est laquelle? C'est de nous assurer que nous avons un processus qui permette d'aboutir. Évidemment, je vous épargne des délibérations de certaines susceptibilités, mais lorsque nous disons que c'est les processus de Luanda, c'est qui les médiateurs? C'est le président Lorenzo. Lorsqu'on parle de Nairobi, c'est qui les facilitateurs? C'est le président Uhuru Kenyatta. Et lorsqu'on dit il ne faut pas tomber dans les verbes ou dans les mots, les deux processus sont complémentaires. Ça veut dire qu'il y a une branche qui est tenue par le président Kenyatta et une autre qui est tenue par le président Lorenzo. Mais maintenant, en fonction de la position des uns et des autres, on a dit qu'on peut réfléchir sur la possibilité de renforcer avec d'autres, évidemment, médiateurs, mais cela doit se faire d'abord en consultation avec ceux qui sont là. On dit, on a le président angolais et le président Kenyatta. D'autre part, s'il y a besoin d'avoir d'autres qui viennent pour appuyer, ils viendront appuyer. Les schémas, il est connu. Nous avons un problème avec le Rwanda qui est l'agresseur, d'une part. Il y a d'autre part un problème avec les groupes armés dont les supplétifs de Rwanda. C'est des questions qui sont traitées à des niveaux différents. Et de toute évidence, notre position à ces sujets est restée la même. Ici, il ne faut pas donner une prime à ceux qui tuent. Ce n'est pas parce qu'on a tué 3000 Congolais que ça doit vous donner le droit d'entrer, entre guillemets, à une discussion avec le gouvernement. Et c'est juste incroyable de voir qu'il y a des Congolais qui soutiennent une telle barbarie. Qui n'a pas été ému de voir ou qui ne s'émeut pas quand on voit les images qui nous arrivent de Goma? Vous pensez que les Congolais qui sont aujourd'hui utilisés par le Rwandais dans leur fort intérieur, ils sont contents? Vous pensez? Si le président rwandais était venu le 15 décembre à Luanda, est-ce que nous aurions eu ce qu'on a eu? C'est parce que justement, il s'est montré être un obstacle pour la paix. Il a voulu montrer que lui, les schémas qu'il préfère, c'est les schémas de la violence, parce que nous savons aussi que son souci permanent, c'est de s'assurer de garder la main sur nos richesses de cette partie du pays. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier s'est levé contre lui. Et l'adoption justement à l'unanimité de notre résolution à Genève est une parfaite illustration. Et la série des condamnations que vous avez entendues, c'est une parfaite illustration. Et donc lui-même aussi, il est là, sous pression et contraint à venir pour que nous allions vers la paix. De toute façon, s'il n'y arrive pas, il y aura pas seulement les sanctions qui lui tomberont à l'international, mais il y a tous les Congolais du monde entier qui sont mobilisés. Vous avez vu les capitales belges, françaises et même au Brésil, les Congolais s'est mobilisés. C'est la réponse que nous allons y apporter. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Excellence, merci pour la parole. Revenons au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Quels sont les éléments d'enquête qui sont clairement définis pour arriver à des résolutions par rapport à tout ce que vous avez demandé, puisque le Conseil prend acte d'une enquête, mais quels sont les éléments qui vont permettre à condamner ces agressions? Nous sommes au début d'un processus où il y a des faits graves qui ont été commis. Nous savons par exemple que c'est l'armée rwandaise
qui a tiré sur les casques bleus de la MONUSCO, crime de guerre. Nous savons qu'ils ont tiré sur les sites des déplacés, notamment à Roussaïo. C'est aussi une autre forme de crime de guerre. Nous avons en tout cas aujourd'hui la possibilité de noter qu'il y a eu des crimes imprescriptibles. Mais ici, parce qu'il y a un besoin de justice, la justice fonctionne suivant des règles. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, on a voulu commencer par les commencements, où on veut d'abord envoyer une mission qui va faire l'établissement de faits et qui sera suivie par une commission d'enquête qui viendra investiguer sur chaque cas qui seront répertoriés. On a beaucoup insisté sur les violences ou les violations des droits de l'homme commises sur les femmes et les enfants. Vous savez qu'il y a des recrutements forcés des enfants qu'on envoie. Il y a des actes d'une horreur indescriptible, notamment les viols des femmes. Et toutes ces choses se sont passées. Mais ici, il ne faudra pas seulement venir faire comme une collecte de tout ce qui s'était passé, mais il faut aller jusqu'à établir la responsabilité des uns et des autres. Je vous donne une illustration. On a par exemple dans le rapport des Nations Unies qui sortent, il y a les noms des officiers rwandais qui opèrent. Ils sont concernés. Et puis il ne faut pas oublier que le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme a des interactions, notamment avec la Cour pénale internationale. Le moment venu, en tout cas pour des crimes qui sont éligibles pour des besoins de la CPI, mais les éléments pourront aussi l'être reversés parce qu'il y aura une corrélation sur notre souci d'avoir aujourd'hui la justice, qui est un pilier important qui va nous permettre d'éviter la répétitivité de ces crimes. Deuxième question et la dernière. Un autre sommet, EAC, SADC, mais les dispositions, qu'est-ce que vous avez mis comme mécanisme pour que les résolutions soient respectées, puisqu'il y a des condamnations, on condamne, mais l'application reste... Bon, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure en liminaire que nous étions vigilants. Nous sommes dans un processus régional, vous entendez, on parle beaucoup des solutions africaines aux problèmes africains. Ce sont des chefs d'État qui se sont engagés. Il y a dans quelques jours les chefs d'état-major de tous ces pays qui vont se retrouver parce qu'il y a de l'opérationnel, du militaire à apporter la sécurité, ouvrir les axes. Parce que nous, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de desserrer les taux sur Goma et de nous assurer qu'il y a un minimum de sécurité qui permette par exemple la relance optimale des services publics. Parce qu'il faut s'assurer que les populations continuent à bénéficier de services, mais il y a un minimum de sécurité. Donc cette réunion qui viendra et qui précisera aussi les modalités des contrôles du cessez-le-feu qui a été décrété permettra, dans les cas de mécanismes qui sont prévus, de faire de rapports et nous nous assurerons du suivi. L'essentiel pour nous ici, c'est d'abord de nous assurer que l'aéroport de Goma peut être opérationnel pour déverrouiller toute cette partie du pays et de nous assurer que pour ceux qui ont des besoins urgents des produits, notamment pharmaceutiques, puissent y avoir accès. Vous avez vu que les événements de Goma ont aussi été marqués par des pillages, notamment sur les entrepôts de la CICR et tout ce qui peut intervenir. Donc il y a un besoin pour nous de rétablir cette ligne de vie. Voilà. OK, on va prendre les questions de M. Oscar Mbal. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, à quand la mise en œuvre de la résolution que vous avez proposée au Conseil des droits de l'homme, connaissant bien la lourdeur ou l'élasticité des procédures au niveau de ces instances? À quand la mise en œuvre effective de cette résolution? Deuxième petite question, je voudrais avoir votre appréciation, votre commentaire sur la démarche des princes de l'Église, ECC, SENCO. Ils ont rencontré les chefs de l'État, ils ont eu des échanges avec les opposants et d'autres leaders politiques. Comment vous trouvez cette démarche? Écoutez, pour la première question, vous avez parlé de mise en œuvre effective. En tout cas, dans l'esprit des discussions, cela devrait se faire dans l'urgence.
Évidemment, il y a des us et coutumes au sein du Haut Commissariat, mais en tout cas, il est prévu que très rapidement, on parlait de délai d'1 à 2 semaines, constituer cette mission et l'envoyer sur place, parce qu'il faut s'assurer aussi des conditions de sécurité de cette mission, qui doit se rendre à la fois au Nord Kivu et dans les Sud Kivu, pour être en mesure de documenter. La période a été fixée à partir de janvier 2022 jusqu'à ces jours, donc il y a tous ces éléments qui sont importants et qui doivent rentrer en compte, mais le monde entier a compris l'urgence. S'il y a eu justement ce vote à l'unanimité, c'est parce que face à la barbarie et aux actes qui ont été posés, et au risque justement que cela se pose encore, parce que nous connaissons les aventures rwandaises sur notre territoire, il y a bien évidemment besoin de passer un message à tous ces criminels, y compris à leur chef, pour montrer que cette fois-ci, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais c'est le monde entier qui s'élève contre l'horreur qui a été commise, et surtout pour la nécessité que ceux qui ont commis ces horreurs puissent en répondre devant la loi. Alors, la deuxième question sur la démarche des pères de... Bien avant d'ailleurs que je ne commente la démarche des princes de l'Église, il y a une constante ici. Je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, je n'ai pas entendu, moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est les Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC, qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce qu'il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'est exprimé après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient, de manière claire et sans ambiguïté, condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe de solidarité. Voilà. On va prendre les prochaines questions de M. Célestin Zéoula.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai 3 petites questions. La première, qu'est-ce que le gouvernement congolais envisage au cas où les cessez-le-feu et puis les retraits des militaires rwandais n'est pas effectif? Bon, écoutez, nous savons avec qui nous sommes dans ces conflits. Nous connaissons les méthodes. Et parce que nous connaissons les méthodes, nous avons une thérapie, nous avons les différents fronts, et dans les cadres de ces différents fronts, on va apporter la réponse qu'il faut apporter. Ok. Deuxième question. Vous avez annoncé plus de 300 blessés, parce que nous parlons des cas de 3000 blessés. 3000 blessés, merci beaucoup. Alors, les établissements sanitaires sont presque pleins. Comment le gouvernement travaille-t-il avec les agents de santé qui sont sur le terrain pour prendre soin de ceux qui sont blessés et éviter... Sur cette question, on a déjà répondu à ça avec le ministre de la Santé qui était ici, où des gens s'est demandé comment vous collectez les sangs pour envoyer là-bas. Et les chiffres que nous vous communiquons ici, ce sont des chiffres qui sont consolidés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des relais avec les différentes zones de santé qui sont basées dans les Nord Kivu et qu'il y a des cas qui ont été recensés au niveau de ces zones de santé et qui ont communiqué de chiffres ici à Kinshasa. Et donc, les nombres des blessés et de morts, des blessés dont on parle, c'est des blessés qui sont dans des structures spécialisées. Sûrement qu'il y en a encore beaucoup d'autres, parce que les capacités d'accueil étaient évidemment toutes débordées. Ensuite, sur la question de l'acheminement, par exemple, de sang, c'est pas pour rien qu'on parle des organisations humanitaires avec lesquelles on travaille. Même l'occupant rwandais qui est là le sait, que même si nous sommes en temps de guerre, vous ne pouvez pas empêcher aux populations de bénéficier des soins qu'il faut. Imaginez une minute que s'il y a besoin de sang pour nos populations qui sont touchées et qui sont blessés à Goma, imaginez que vous leur dites les soins doivent venir de l'autre côté. Qui va l'accepter? C'est psychologique. Et donc ici, nous, dans les cadres justement des structures qui travaillent de commun accord, des structures internationales et ONG qui travaillent avec le ministère de la Santé, on s'assure que tout ce qui peut être collecté puisse être acheminé. Pourquoi pensez-vous alors que les Nations Unies parlent de l'ouverture de l'aéroport de Goma comme une ligne de vie? Une ligne de vie parce que par l'aéroport, on peut nous assurer qu'on fasse parvenir plus rapidement certains produits et ramener certains experts, parce qu'il y a besoin de le faire. Mais s'il faut parler de l'aéroport, est-ce que vous savez que les agresseurs ont détruit la tour des contrôles? En tout cas, le matériel de la tour de contrôle a été endommagé. Et qu'il y a eu des explosions sur la piste. Et qu'aujourd'hui, il y a un travail qui s'est fait au niveau du ministère du Transport. Il y a un besoin aujourd'hui de faire très rapidement un état des lieux de la piste qui permette d'intervenir pour être en mesure de la rendre opérationnelle, pour pouvoir accueillir notamment des vols humanitaires. N'oubliez pas que tous ceux qui sont du secteur savent que la République démocratique du Congo a lancé ce qu'on appelle en jargon de spécialistes les NOTAM, qui dit que l'aéroport n'est plus du tout opérationnel. Il peut l'être pour de vols tactiques précis. C'est pour ça qu'il est important, dans le cadre du mécanisme qui a été prévu, de la réunion des différents chefs d'état-major qui est attendu les 5 prochains, qu'on discute de ces sujets, qu'on voie les conditions de sécurité, qu'on réunisse ces conditions de sécurité pour permettre aux experts de venir travailler au niveau de la tour de contrôle, réparer la piste et s'assurer que l'aéroport peut accueillir de vols sans difficulté. Voilà. D'accord. La troisième et dernière question. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement congolais envisage après que les militaires rwandais et leurs supplétifs soient quittés, lorsqu'ils auront quitté les sols congolais? Est-ce que, n'est-ce pas, c'est possible à ce que le gouvernement puisse adopter la mesure comme les États-Unis aujourd'hui qui construisent les murs vers les frontières? Bon, écoutez, nous n'y sommes pas encore. Nous entendons beaucoup cette idée, mais il faut comprendre d'abord la philosophie du président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons pas des problèmes avec les peuples rwandais. Les problèmes, c'est le président rwandais
qui reprend d'ailleurs un discours mensonger. C'était pour ça d'ailleurs que nous devions être ce soir avec le ministre d'État, ministre Guissaro, qui devait s'exprimer pour le compte de sa communauté. Vous savez qu'il est de la communauté Banyamulenge, ou Tutsisi, qui allait répéter ce qu'il a déjà dit ici. Ils n'ont jamais donné un quelconque mandat au président rwandais pour se présenter comme lui, les défenseurs des Tutsis qui seraient massacrés en République démocratique du Congo. Vous êtes des professionnels des médias. Combien de cas des massacres de populations Tutsis vous enregistrez? Et aujourd'hui, nous avons les membres de cette communauté. Regardez le ministre Guissaro, qui est ministre d'État, ministre des infrastructures. C'est lui qui a la charge de construire les routes dans toute la République démocratique du Congo. Alors comment, dans un pays où vous dites qu'il y a un massacre de Tutsis en cours, on peut en avoir un qui soit si haut placé? C'est lui qui combat qui commande nos forces à la 3e zone de défense, les générales Masunzu, Pacifique. Il est de quelle communauté? Vous avez vu cet officier, ce vaillant colonel, qui est décédé récemment lorsqu'on essaie de contenir le rebelle dans le front du Sud-Kivu. Et donc il faudrait hésiter justement de rester de manière permanente dans son piège, dans son discours mensonger. Et pour ça, nous comptons beaucoup sur les médias. Parce que lorsque, de manière régulière, vous entendez discours de haine, moi je ne sais pas si dans votre environnement, vous avez déjà vécu des cas comme ça. Auquel cas, notre position comme gouvernement est connue. Nous condamnons toute forme de discours de haine contre n'importe quelle communauté. C'est le principe, parce que, regardez, la RDC, c'est 450 tribus. Si aujourd'hui, chaque tribu devrait être défendue ou devrait s'organiser pour se défendre, on aurait 450 petites guerres. Non. Dans un pays, c'est la police et l'armée qui se chargent de la protection de toutes les communautés. Cette stigmatisation dont fait preuve le président rwandais expose nos frères qui sont membres de cette communauté. Parce que c'est normal que les autres se posent la question. Nous sommes avec vous, des Congolais, comment lui peut se présenter comme votre protecteur? Et ça n'a pas de sens, tout simplement. Et que le président rwandais ne peut pas se dire qu'il a le droit, lui, de commettre de massacres sur d'autres communautés, parce que lui, il ressent les besoins de défendre une communauté, qui du reste ne lui a rien demandé. Et donc aujourd'hui, il y a des problèmes des communautés partout. Regardez, ici à Kinshasa, on nous a alertés parce que nous faisons un suivi étroit de la question des Mobundo. Regardez ce qui s'est passé récemment à Kisangani avec la question des Mbole et des Lengola. Il y a eu un forum qui a permis la restauration de la paix. Donc il faut considérer que le président Kagame, non seulement sur le prétexte du discours ethnique ou encore sur l'éternel prétexte des FDLR, il y a un cadre où tous ces sujets ont été discutés. Le cadre de Luanda, il aurait dû venir en ce moment-là pour y mettre fin et nous assurer que nous entrons dans un cycle qui va permettre plus tard aux populations rwandaises et congolaises de vivre en bon voisinage. Est-ce qu'il faut construire le mur parce qu'il y a un individu qui du reste passera pour séparer des peuples qui y ont été reliés par la nature? Et l'irruption du Nyiragongo avait rappelé que le sort de ces deux peuples pouvait être lié à un moment ou à un autre. Ici, il faut que les amis, les peuples rwandais qui nous suivent comprennent que leur président est dans une aventure dont lui-même doit porter la responsabilité, où il raconte justement des mensonges à sa population, prétextant qu'en RDC, on tuerait des Tutsis pour qu'il en soit le protecteur. Il est hors de question parce qu'en République démocratique du Congo, cela ne se passe pas. Et il faut bien qu'il arrête. Vous avez vu l'enquête du Guardian qui est sortie il y a quelques jours, qui parle des milliers, en tout cas, il y a plusieurs milliers de soldats rwandais qui sont morts en RDC et qui n'ont pas de droit à des obsèques.
Et parfois, les familles recueillent des cercueils vides, et parfois des familles ne sont même pas au courant que leurs enfants sont morts parce qu'il faut assouvir l'appétit du président qui tient à tout prix à continuer à piller l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une dynamique qui va nous permettre à son terme de restaurer la paix et la sécurité dans notre pays, et pour ça, le président de la République est pleinement debout. On va prendre les questions de M. John Kaminu. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. La RDC a demandé et obtenu l'enquête sur les violations des droits de l'homme à Goma et dans d'autres parties du pays, dans le Sud Kivu. Mais à quoi, selon vous, va servir le rapport, sachant que le rapport mapping jusqu'à aujourd'hui n'a jamais produit ses effets? La deuxième préoccupation, on est rentré sur Goma et en 2012, la CIRGL avait contré le M23 de cette époque-là de quitter Goma. Cette fois-là, ça n'a pas été le cas au sommet SADC et AC à Dar es Salaam. Et la RDC semble s'écourber par rapport à cette décision. Est-ce une position de faiblesse? La dernière question, j'ai compris que le gouvernement congolais aime vraiment son peuple. Et au moment où je vous parle, j'ai aussi des familles à Goma. Goma est coupée du courant. Il n'y a pas du courant à Goma parce que la ligne était endommagée au niveau du Sud Kivu. Comme le gouvernement congolais aime son peuple, n'est-il pas possible de voir dans quelle mesure rétablir le courant à Goma, parce qu'il y a des maternités, il y a des structures qui accueillent des enfants, des nouveau-nés. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour sauver des vies humaines en attendant son aide humanitaire prochaine? Merci. Bon, écoutez, sur votre deuxième question, je rappelle encore, si vous lisez les communiqués, c'est pour ça qu'on l'avait distribué, le point 10, après le point A, où nous parlons de cessation des hostilités et de cesser le feu immédiat, au point B, nous parlons du rétablissement de services publics essentiels et de voies d'approvisionnement en denrées alimentaires. Mais vous savez qui est-ce qui a saboté? Vous savez qui est-ce qui ont saboté les sources de production de l'énergie de la ville de Goma? Aujourd'hui, c'est les bourreaux qui y sont, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, nous travaillons justement pour que nous puissions réunir les conditions de sécurité qui nous permettent d'agir. Et c'est ça qui fera l'objet de la réunion prévue avec les différents chefs d'état-major, parce qu'il faut s'assurer que lorsqu'on mettra en place un dispositif de sécurité et que les voies sont sécurisées, qu'il n'y ait pas de tracasseries et qu'il n'y ait pas des balles qui finissent sur la tête des paisibles populations, parce que nous connaissons les méthodes et la barbarie de l'armée rwandaise. Alors, sur le premier volet de votre question, vous avez dit CIRGL. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ici, nous sommes dans un contexte où nous étions déjà à table. Et ça fait plus de 2 ans que nous y étions. Et dans ces contextes-là, on avait déjà convenu de plusieurs étapes de comment les choses devraient se passer. Mais ici, vous avez quelqu'un qui n'est pas venu. J'aimerais que vous puissiez lire, parce que ça, pour nous, c'était un point crucial. Le point 15. Le sommet a appelé à mettre en œuvre le concept des opérations CONOPS du plan harmonisé conçu pour neutraliser les FDLR et suspendre les mesures défensives du Rwanda, ainsi que pour désengager ses forces depuis la République démocratique du Congo conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Luanda. Point 15. Point 17. Le sommet a recommandé que les modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la République démocratique du Congo puissent être élaborées et mises en œuvre. Pour nous, c'est une question prioritaire. Et donc, on verra à la question les rapports qui seront faits par les militaires.
et les chefs d'état-major, notre chef d'état-major y participera. Et c'est la suite de tout ça que le reste suivra, parce qu'il faut restaurer les conditions de sécurité. C'est les premiers points. Voilà. On va prendre... Oui, il y avait...